Mais nous marquons le coup d'envoi et il est positif que lors de cette deuxième édition de la conférence de mobilité, nous pouvons saluer la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga qui va ouvrir notre conférence. Merci d'être des nôtres, Madame la conseillère fédérale. La scène vous appartient. Herzlichen Applaus, Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Merci, Madame la conseillère fédérale. Mesdames et messieurs, très chers présents, très chers spectateurs en ligne, très chers représentantes et représentants de la Confédération des cantons, des communes et des associations spécialisées, très chère Madame la conseillère d'État, Madame la présidente du gouvernement de Liechtenstein, les représentants sont salués de Finlande aussi. Vous allez parler du changement dans la mobilité et partant, vous et moi, nous avons parcouru nous-mêmes quelques étapes de ce changement, me semble-t-il. Beaucoup de véhicules d'autrefois sont devenus historiques à l'heure actuelle. Le Chao, par exemple, quand j'étais jeune, c'était l'incarnation du Dolce Vita sur deux roues et pour la vitesse. Et souvent, cette espèce de boguet de culte des années 70 et 80 était plus frisé, plus maquillé que son propre propriétaire. Il n'y avait pas non plus un port obligatoire du casque, mais de grosses tignasses. D'autres moyens de locomotion, on s'en sert toujours et quelques-uns démontrent le rôle de pionnier que la Suisse avait dans les transports. Nous avons fait donc la première remontée mécanique, la Wispa Rigibahn, qui a fêté ses 150 ans. La Suisse, auprès de l'électrification des chemins de fer, avait donc une longueur d'avance de locomotives, puisque nos locaux ont été rapidement électrifiés, bien plus rapidement que d'autres pays, y compris certaines grandes puissances européennes, n'ont toujours pas achevé cela. Aussi, la NLFA est-elle un ouvrage de pionnier avec l'ouverture du Monte-Sénéry l'année prochaine? La NLFA est donc terminée. Mais pas seulement la mobilité s'est-elle développée et métamorphosée à travers la décennie, mais aussi mon département, par rapport au transport, se rajoute l'énergie et l'écologie, l'environnement. Et à l'heure actuelle, il y a 7 offices sous un même toit. 6 se préoccupent de la thématique de la mobilité. Ils sont représentés ici et cela illustre l'extrême importance de la mobilité. C'est donc un terme extrêmement enveloppant et pas seulement les transports. Aujourd'hui, nous regardons la mobilité à titre particulier dans le contexte du changement climatique. La décarbonisation, notamment des transports et du trafic, est un fait incontestable. Cela avait été dit lors de la conférence climatique mondiale de Glasgow. Même après que la Chine et l'Inde eussent donc quelque peu amadoué le texte final pour la décarbonisation avec quelques concessions d'affaiblissement, il n'en demeure pas moins que la décarbonisation est donc décidée. Nous avons pour cette planète aucun embarras du choix en la matière. Simultanément, cette transformation, quant à elle, est aussi une tâche séculière. Le changement nous regarde toutes et tous, chacun parmi nous. Force est de constater que c'est une tâche qui non seulement regarde l'économie, mais la société dans son intégralité. Il s'agit donc d'une transformation sociétale. Et c'est pourquoi nous devons donc embrigader tous nos concitoyens. Nous, la politique d'entente avec le monde scientifique et l'économie, nous devons de démontrer à nos concitoyens et concitoyennes comment fonctionne le changement et surtout qu'il est possible que même sans pétrole et sans charbon, sans gaz et sans pétrole, on ait l'énergie dont nous avons besoin. Notre pays est fortement tributaire de l'étranger. Nous tirons le 3/4 de notre énergie en provenance de l'étranger. Si, dans le cadre de la décarbonisation et de la mobilité, nous voulons être pro-climatiques, eh bien, force est de constater que d'une part, nous serons plus efficients et d'autre part, cela va nous aboutir à une situation un peu moins dépendante de l'étranger. De développer cela, de le relancer, c'est cela notre tâche essentielle. Aujourd'hui, mais aussi au fil des années et des décennies à venir.
Il est tout à fait important de dire que la crise climatique exige une décarbonisation rapide et simultanément, nous savons pertinemment que cette incision économique et sociétale la plus grande depuis l'industrialisation il y a 2 siècles ne peut pas être faite en quelques années seulement. Il est d'autant plus important, d'autant plus vital que nous procédions progressivement, sans perdre de vue notre structure portuaire, notre but. C'est valable d'autant plus pour la Suisse avec sa démocratie directe, où une procédure progressive est une clé de voûte et où, après quelques travers, on va toujours de l'avant. En juin de cette année, la Constitution a refusé la révision de la loi CO2. Aujourd'hui, la majorité du canton de Zurich a adopté un projet qui donc met en exergue la décarbonisation dans la culture du bâti, qui relève aussi de la compétence des cantons. Cette décarbonisation doit être mise en exergue. Et ainsi, la démocratie fonctionne-t-elle en Suisse, pas par pas, démarche par démarche, et grâce au fédéralisme, avec des démarches concrètes dans les États, dans les cantons. Quand il s'agit de décarbonisation dans le trafic et quand il s'agit de la mobilité en plein changement, dans mon département, le DTEC, il y a des projets très concrets qui sont en gestation ou qui sont donc déjà en exécution, et j'aimerais vous donner une petite introspection en la matière, et je pense que, afin je peux aussi démontrer comment, in fine, la Suisse est malgré tout en bonne posture pour engager cette voie, combien d'infrastructures, combien de technologies, combien de forces novatrices nous avons dans notre pays. Il faut que nous servions de cette bonne situation de départ. L'Office fédéral des transports aériens civils préoccupe donc de la transformation climatique des relations aériennes. Nous mettons la focale sur la kérosène synthétique. J'ai regardé le filtrage CO2 de Kleinworks à Hinwil. Il s'agit d'une entreprise suisse. Dans ce domaine, le CO2 est donc sorti du contexte ambiant et revalorisé de façon industrielle. Mis en combinaison avec l'hydrogène, on fait donc un carburant synthétique. Dans le cadre de cette visite, il y avait aussi des représentants de Simkelion qui en faisaient partie. Cette entreprise a développé une technologie qui permet, à travers la lumière solaire et l'air, de faire un carburant climatique. C'est donc en quelque sorte la force aérienne qui fait que les avions décollent. Voilà une politique tant économique que climatique, car c'est ainsi on développe une alternative pour la kérosène très anti-écologique. La technologie est aussi exportable, bien évidemment, parce que de telles innovations sont donc sollicitées au niveau international. La décarbonisation ne réussit pas sans innovation, force est de constater, mais il importe de supprimer de fausses incitations. Prenons donc le privilège fiscal pour des bus diesel salissant avec la loi CO2 que le Conseil fédéral va en tirer. Nous voulons supprimer cela et avec ces montants, nous voulons faciliter l'acquisition de bus électriques. Le sujet est déterminé par l'Office fédéral des transports, l'OFT, et de grande importance climatique, le transfert des marchandises de la route vers le rail. La quote-part donc des rails à travers le transport international, à travers les Alpes, a atteint le poids paroxystique l'année dernière depuis 25 ans. 3/4 de ces marchandises sont transférées par le rail. Au niveau européen, et je pense même au niveau universel, c'est tout simplement unique, et malgré, nous ratons le but ambitionné que la population a dit oui avec l'initiative dite des Alpes. Cet objectif doit être une incitation de persister et de signer, d'en faire davantage, notamment de réduire les émissions CO2 quant à la réorientation de la redevance sur les poids lourds et d'aussi avoir les bonnes incitations dans le transport des marchandises au niveau national pour transférer cela de la route vers le rail. L'Office fédéral pour les routes, l'OFRU, se préoccupe de décarbonisation et de la protection climatique. La tendance auprès des nouvelles admissions de voitures personnelles est tout à fait claire et nette. Et c'est aussi une bonne surprise, me semble-t-il. Encore à fin 2018, on tombe d'accord dans le roadmap électromobilité, dans la feuille de route, de 15% de bornes jusqu'en 2022 auprès donc des nouvelles voitures. Et on pensait que ce serait donc un objectif extrêmement téméraire. Aujourd'hui, et on n'est même pas donc en 2022, nous avons un objectif qui est beaucoup plus ambitieux. Nous avons déjà rempli cela et l'évolution
décarbonation ne cesse de s'accélérer dans ses cadences. Toutefois, il faut dire que cette évolution se répercute dans la caisse sur les impositions des pétroles. Nous avons moins de recettes et nous manquons d'argent pour maintenir en bon état les routes nationales et de relancer les programmes cantonaux et communaux de l'agglo. Nous travaillons de plein ferme sur une conception pour la substitution de cet impôt pétrole. Cette substitution devra donc remplacer l'impôt 5 sur 5 et ne pas créer de nouvelles recettes. C'est notre but. Ce qui est manifeste, l'électromobilité a besoin de courant électrique. Il est vrai. C'est bien que ce que j'ai dit d'emblée se reconfirme. Il est indispensable que nous démontrions à notre population que la décarbonisation entraîne davantage d'efficience et que l'énergie irrelative est aussi matériellement disponible. Il importe la loi que l'OFEN a préparée et le Conseil fédéral a donc déjà entériné en juin dernier la loi sur un ravitaillement avec des énergies renouvelables pour le courant électrique. À l'heure actuelle, sous la coupole fédérale, on en délibère. Nous avons besoin pour l'approvisionnement davantage de courants dans de grosses masses, surtout en hiver. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose donc des entrepôts obligatoires pour le courant d'hiver. Et si le Parlement, si les chambres fédérales vont entériner cela, dès 2025, nous aurons donc déjà, avec ce stockage obligatoire, une grande cautèle sécuritaire pour d'éventuels goulets tributaires de l'hiver. Un financement complémentaire d'énergie pour la saison hivernale est aussi prévu par la loi comme potentialité. Pour une mobilité pro-climat, il faut aussi des aménagements territoriaux et de circulation adéquats. L'Office fédéral Arrêt est compétent, l'organisateur de cette conférence. En septembre, d'entente avec des représentants cantonaux et régionaux, nous avons entériné un important fanal de politique de transport. De façon interniveau étatique, on a paraphé une déclaration républicaine qui veut donc promouvoir des plaques tournantes de Trafort. Avec ces plaques tournantes, nous optimisons les passages entre le trafic local et régional, ainsi qu'entre les routes nationales et les TP, les transports publics, avec des mesures d'aménagement de territorial futées. Nous réunissons les villes et la campagne et écourtons les voies de transport. Cela renforce la cohésion nationale, mais cela sert aussi une politique du trafic intelligente. Et de surcroît, l'Arrêt travaille avec grande pression sur un projet qui devrait donc accélérer les procédures d'autorisation pour l'extension des énergies renouvelables. Les processus en matière des autorisations sont assez compliqués, assez bureaucratiques, teintés de balourdise et d'inefficacité. À fin janvier, nous allons donc vous présenter un projet d'accélération. D'importants arrêts sont arrêtés dans l'Office fédéral de l'environnement, l'OFEV. Une nouvelle loi climatique est en gestation. Le projet sera donc dévolu au Conseil fédéral et passera en procédure de consultation dans le domaine de la mobilité, nommément l'extension de l'infrastructure pour des voitures électriques se devra d'être promue. Mesdames et messieurs, l'économie, la recherche, la science, la société civile et la politique incarneront confrontés à de grands défis, chacun devant s'acquitter de sa contribution de ces transformations séculaires. Il s'agit de statuer les bonnes conditions cadres d'incitation, d'investissement et il s'agit aussi d'éviter d'éradiquer des investissements pervers. La décarbonisation demeurera dans le futur proche le sujet envoûtant en matière de mobilité. Et simultanément, les perspectives de circulation les plus rapides de 2050 nous donnent une idée de quelle façon le trafic, la circulation va se développer. Il est sûr et certain que le trafic sera en voie d'extension en fonction de l'évolution sociétale et économique, par exemple en fonction de l'augmentation du télétravail, en matière d'urbanisation ou en matière d'atonie démographique. Eh bien, le transport va croître, mais moins rapidement que ne croit la population, à condition que nous mettions à contribution la planification d'urbanisme de territoire de façon concept, qu'on fasse une densification du lotissement bâti, qu'on garantisse une bonne desserte des TP et qu'on complète cela par d'autres moyens de locomotion. Mesdames et messieurs, nous sommes en bonne voie. Nous nous acheminons vers une mobilité pro-climat.
climatique. Mais nous sommes encore loin de l'objectif. Même si nous pouvons greffer notre politique sur de grands acquis, il faut aussi repenser le monde. Et pour ce faire, vous êtes réunis dans ces arènes et je suis très curieuse du bilan de la présente conférence. Un grand merci pour votre cogitation et votre coarticulation et aussi votre courage de passer de la parole à l'acte. Excellent congrès. Merci, Madame le ministre, Madame la conseillère fédérale. Merci pour ces mots teintés de courage et aussi d'encouragement. Madame le ministre, vous avez donc mis en juxtaposition toutes les tâches qui nous guettent et qui parfois nous épient. Même vous n'avez pas reculé à nous citer les grands défis. Que souhaitez-vous, puisque toute la journée nous allons en discuter de ce qu'on pourrait faire, hein? Donc, si vous pouviez souhaiter une quintessence ce soir, de quel acabit serait-elle cette quintessence? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Par quoi devrait-on conclure, en guise de conclusion précisément de ces arènes? Bien, je pense que pour la population, c'est difficile d'imaginer qu'en 2050, si nous aurons le zéro net, eh bien que nous ne pourrons plus chauffer au fioul, nous ne pourrons plus s'envoler avec la kérosène et nous ne pourrons pas non plus avoir des voitures au fioul. Imaginez que cela soit possible, que cela fonctionne, que cela détermine notre vie et l'acheminement vers cette vie. Là, nous devons faire un travail de sensibilisation et de consultation sur de quelle façon nous pouvons matérialiser ces solutions pour accompagner nos concitoyens. Et je vous suis très reconnaissante si, avec vos pensées, avec vos idées, avec vos propositions, vous contribuez à ce travail de clarification, de concrétisation et de décantation. C'est de prime importance pour la population afin que nos concitoyens, ne vont pas trop sombrer dans le bout. Est-ce que ça fonctionne, la décarbonisation? Est-ce qu'on va s'enchevêtrer? Non, il faut dégager l'horizon du courage et d'entente avec la politique. Il faudra statuer les cadres qui se tiennent. Je crois que c'est la plus grande des choses que nous pouvons atteindre, mais c'est aussi notre sacrée obligation. Et nous avons l'occasion d'en parler. Dernière question, Madame la conseillère fédérale. Vous m'avez rendu curieuse. Il y avait cette profession de foi. Eh bien, vous avez parlé donc d'un boguet. Vous avez un tcha ou un putsch? J'avais un putsch à l'époque, mais je ne sais pas pourquoi. C'était à l'époque un peu dans la tendance. Quand on Argovie, on pilotait du putsch. Merci, Madame la conseillère fédérale, avec cet aveu.